Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrons une histoire glaçante de l'Everest, comment deux Sherpas ont guidé deux femmes vers leur mort, pleinement conscients que l'ascension se terminerait en tragédie. Ce qui s'est passé à plus de 7900 mètres d'altitude soulève de sérieuses questions sur la fiabilité des Sherpas. C'était le 19 mai 2014. Des vents de jet stream balayaient le sommet de la montagne à 89 km/h, réduisant la visibilité à moins de 21 mètres. De fines couches nuageuses recouvraient à la route du col sud, tandis que les expéditions commerciales se préparaient pour les assauts finaux durant une étroite fenêtre météorologique. Parmi elles se trouvaient deux alpinistes américaines à qui l'on avait déjà dit qu'elles ne survivraient pas à la nuit. Lauren Hale, 30 ans, et Maya Brooks, 26 ans, avaient engagé un organisateur népalais à bas prix pour 22 000 $ chacune, soit environ un tiers de ce que facturaient les grands opérateurs. Le forfait incluait la nourriture, les tentes et deux Sherpas assignés, Pemba Dorji, 38 ans, et Nuru Sherpa, 32 ans. Il n'incluait pas d'oxygène de secours, de support radio dédié, ni d'officiers météo attitrés. Les femmes n'avaient aggravi que des sommets plus modestes de 6000 mètres au Népal l'année précédente. Elles arrivèrent tard dans la saison d'escalade 2014, juste au moment où les vents de mousson commençaient à revenir sur le sommet. Les Sherpas reconnurent immédiatement l'enthousiasme des clientes. Ils reconnurent aussi leur inexpérience. Pemba avait atteint le sommet de l'Everest 11 fois en 14 ans. Nuru, son cousin, avait atteint le sommet 7 fois. Les deux hommes faisaient vivre leurs familles élargies à Namche Bazar grâce à leurs revenus de guide. Ils travaillaient ensemble depuis 2009, ayant survécu à une avalanche en 2012 qui avait tué 3 alpinistes de leur groupe. Des images récupérées de la GoPro Hero 3+ de Maya montreraient plus tard les femmes déballant des régulateurs d'oxygène, dépareillés et d'anciennes bouteilles en acier de marque Poisque au camp de base de l'Everest. Le 24 avril, une bouteille était marquée de 2011. Le Sherpa Nuru testa les valves avec de l'eau savonneuse et remarqua des microfuites près des filetages, signe de joints vieillissants. Lauren portait une montre altimètre Garmin et un oxymètre de pouls que Pemba utilisa pour vérifier sa saturation en oxygène à 5334 mètres. La lecture revint à 72% au repos, à la limite de l'hypoxie. Pemba recommanda de prolonger l'acclimatation de plusieurs jours. Lauren refusa, préoccupée par les coûts de l'expédition et l'expiration du permis. Elles s'entraînèrent sur la cascade de glace voisine pendant 2 jours en utilisant des piolets traction, des piolets à glace, Black Diamond, et des combinaisons en duvet louées visiblement usées. L'une avait une couture déchirée près de la cuisse, d'autres alpinistes notèrent leur énergie, mais un rythme médiocre et une respiration lourde, même sur des pentes modérées. Le camp de base se situait à 5334 mètres avec des températures moyennes de moins 10 degrés Celsius. Les femmes l'atteignirent après un trek de 10 jours depuis Lukla. Les registres du camp confirmèrent que leur équipe était parmi les dernières à tenter les sommets de 2014. Les prévisions météorologiques étaient déjà instables. Lauren demanda à plusieurs reprises aux Sherpas les taux de consommation d'oxygène. Maya envoya un texto satellite optimiste sur le fait de toucher enfin le toit du monde. Un régulateur de rechange était marqué de 2011 avec des joints jaunis. Pemba avertit les femmes au camp de base que l'humidité pouvait geler dans les tuyaux si elles ne séchaient pas les bouteilles pendant la nuit. Les images montrèrent Maya brossant la neige des orifices de valves ouverts, inconsciente du risque de contamination. Lauren travaillait comme photographe indépendante à Denver et avait été refusée par 3 grandes compagnies d'expédition pour manque d'expérience. L'opérateur à bas prix était sa seule option. Maya, 26 ans, travaillait comme hygiéniste dentaire à Boulder et avait rencontré Lauren dans une salle d'escalade en 2012. Après la mort de sa mère d'un cancer en 2013, elle s'était fixée sur l'accomplissement de quelque chose de monumental. Elle publiait fréquemment sur les réseaux sociaux pour prouver que des femmes ordinaires pouvaient gravir l'Everest sans sponsor ni entraînement d'élite. Aucune des 2 femmes n'avait grimpé dans la zone de la mort auparavant. Leur expérience combinée en haute altitude totalisait moins de 40 jours,
Les normes de l'industrie recommandaient un minimum de 60 à 90 jours. Leur première rotation commença le 1er mai. L'ascension à travers la cascade de glace du Khumbu fut lente et erratique. Les images de la GoPro les enregistrèrent, s'arrêtant tous les 30 pas. L'audio captura Lorraine haletant qu'elle n'arrivait pas à avoir assez d'air. Au camp 1, à 5974 mètres. Les températures chutèrent à moins 18 degrés Celsius. Elles partagèrent une tente avec leur Sherpa, faisant fondre de la glace pour l'eau sur un réchaud à gaz MSR. Nauru se rappela plus tard qu'elles avaient un peu de compréhension de l'hydratation en haute altitude. Elles burent à moins d'1 litre chacune ce jour-là. En redescendant au camp de base, les deux se plaignirent de maux de tête et de nausées. Leurs lectures d'oxymètre de pouls chutèrent à 68%. Pemba dit discrètement au Sirdar que continuer vers le haut, trop tôt, pourrait mal finir. La réponse fut que les clients décident. Ils peinent, ils y vont. Le 6 mai, elles retournèrent au camp 1 à 5974 mètres pour leur deuxième rotation. L'ascension prit 6 heures à travers la cascade de glace du Khumbu. Les deux femmes se montraient sans des signes visibles de détérioration. Les lèvres de Maya s'étaient craquelées et saignaient. Le visage de Lorraine était gonflé par la rétention d'eau. Elles passèrent 2 nuits sous tente avant de pousser plus haut. Le sommeil était difficile. Leur appétit avait disparu. Pemba nota qu'elles perdèrent du poids quotidiennement et se déplaçaient plus lentement à chaque rotation. Le 10 mai, elles avaient complété une 3e rotation au camp 2 à 6492 mètres à travers la combe ouest, où la lumière du soleil réfléchi transformait la vallée glaciaire en fournaise, malgré des températures de l'air en dessous de zéro. Les prévisions du service météorologique de l'expédition à Katmandou avertissaient d'un jet stream instable au-dessus de l'Everest autour du 19 mai. La plupart des grandes équipes retardèrent leur plan de sommet jusqu'au 23 mai. Lorraine, suivant les rapports sur son téléphone relié par satellite, nota une fenêtre étroite plutôt entre le 18 et le 20 mai et insista pour la viser. Les femmes refusèrent de retarder, craignant que leur contrat de location d'oxygène n'expire. Nauru déclara plus tard qu'il savait alors que cela ne finirait pas bien. Ils préparèrent 4 bouteilles d'oxygène au total, 2 neuves et 2 partiellement utilisées par des alpinistes précédents, ainsi que 3 régulateurs fonctionnels partagés entre l'équipe. Les régulateurs montrèrent des lectures de pression différentes, mais sans outil de recalibrage, la précision ne pouvait être vérifiée. Le 15 mai, elles grimpèrent au camp 2 à 6492 mètres. L'ascension prit 8 heures. Le temps était modéré. Le régulateur de Lorraine commença à montrer une perte de pression intermittente. Les images de la GoPro capturèrent un léger sifflement. Nauru tapota le boîtier de la jauge pour rétablir le débit. Lorraine toussa fortement devant la caméra. Nauru nota des cristaux de glace se formant dans les tuyaux, le premier dysfonctionnement visible. Le temps se détériora. Des nuages lenticulaires se formèrent au-dessus de la face du Lhotse. Le 16 mai, elles atteignirent le camp 3 à 7300 mètres. La vitesse du vent atteignit 56 km à l'heure. Les deux femmes étaient visiblement épuisées. Lorraine vomit 2 fois. Pemba contacta par radio le camp de base en déclarant que les clientes étaient à faible et en demandant un délai. La demande fut refusée. Les clientes insistèrent pour monter. La température chuta à moins 30 degrés Celsius. Pemba écrivit dans une déclaration ultérieure qu'il leur avait dit que la fenêtre se fermerait dans 2 jours et qu'attendre signifiait survivre. Lorraine insista qu'elle pouvait pousser avant le retour du jet stream. Un autre alpiniste confirma plus tard avoir entendu une dispute à l'extérieur de la tente vers 20 heures. Le 17 mai, elle gravisa la face du Lhotse jusqu'au camp 4 à 7925 mètres. L'ascension prit 10 heures et 42 minutes. La moyenne était de 7 heures. Des débris de la cascade de glace tombèrent pendant l'ascension. Un alpiniste d'une équipe tchèque confirma plus tard les avoir vus s'attacher incorrectement aux cordes fixes. Pemba remplaça le régulateur gelé de Lorraine en utilisant son propre régulateur de rechange. L'équipe tchèque en descente rapporta les avoir vus instables mais obstinés. Les images de la jauge d'oxygène montrèrent la lecture de la bouteille de Lorraine chuter brusquement, indiquant une fuite pendant la nuit. Pemba échangea manuellement vers un régulateur de rechange et avertit les 2 femmes que leur marge se réduisait. Au camp 4,
les températures oscillaient autour de moins 33 degrés Celsius, avec des vents soutenus de plus de 64 km à l'heure aplatissant les tentes. Les relevés de pression d'oxygène montraient des lectures dangereusement basses. La bouteille de Lorraine mesurait 110 bars alors qu'elle aurait dû être au-dessus de 200. La bouteille de Maya mesurait 140 bars. La bouteille de rechange qu'elle partageait mesurait 90 bars. Elles avaient assez d'oxygène pour environ 6 à 7 heures d'escalade au mieux. Le campement du col sud comptait 8 autres tentes. Ce soir-là, des alpinistes d'une équipe canadienne regardèrent les femmes lutter pour sécuriser les haubans de leurs tentes. Un Sherpa canadien s'approcha de Pemba et demanda en népalais si elles allaient vraiment monter. Pemba hocha la tête. Le Canadien secoua la tête et s'éloigna. À l'intérieur des tentes voisines, d'autres équipes se préparaient à attendre un jour de plus. Le vent martelait les parois de nylon. Lorraine était assise, voûtée, respirant lourdement même au repos. Maya fixait ses gants d'un regard vide. Les régulateurs d'oxygène gèlent lorsque l'humidité de l'air expiré se condense à l'intérieur des mécanismes de valve et se solidifie par froid extrême. Les bouteilles Poisque de 2011 utilisaient des alliages d'acier, plus anciens sujets aux microfractures après des cycles répétés de gel-dégel. Les masques Toput comportent des valves à double joint, conçues pour une fiabilité en dessous de 0. L'hybride Poisque utilisait une conception de valve unique de l'ère soviétique. À 110 bars de pression, la bouteille de Lorraine contenait environ 90 minutes d'oxygène, à effort modéré, la moitié de ce que les protocoles de sécurité exigeaient. Nourou remarqua les temps de réaction retardés et la confusion de Lorraine. Au-dessus de 7925 mètres, le corps humain commence à mourir. La confusion de Lorraine au camp 4 était un œdème cérébral, du liquide s'accumulant dans le tissu cérébral, pressant contre son crâne. L'hypoxie produit de l'euphorie chez certains alpinistes, une déconnexion onirique qui fait paraître le danger sans importance. Les engelures commencent par un engourdissement avant que le tissu ne gèle complètement. Nourou décrirait plus tard ses doigts comme semblants en bois, étrangers, ne faisant plus partie de son corps. À 21h30 le 18 mai, Pemba et Nourou discutèrent en privé de faire demi-tour. Il s'avérait que la fenêtre météo se fermait et que leurs clientes n'y arriveraient pas à leur rythme actuel. Pemba contacta le camp de base par radio à 22h02, déclarant que les clientes ne pouvaient pas atteindre le sommet et revenir, et que si elles y allaient, elles mourraient. Le camp de base enregistra le message, mais ne donna aucune instruction. La réponse officielle fut de soutenir les clientes et de procéder comme prévu. Nourou se rappela plus tard avoir dit discrètement à Pemba qu'il les suivrait, parce qu'il ne pouvait pas les laisser seuls. Nourou écrivit un dernier texto à sa femme, déclarant qu'ils y allaient, parce que les clientes insistaient. Ils emballèrent des sections de cordes de rechange, des piquets à neige supplémentaires et une couverture de bivouac d'urgence. L'assaut du sommet commença à 0h10 le 19 mai. La vérification de l'équipement montra des masques à oxygène incluant 2 unités Toput et un hybride Poisque plus ancien, 2 lampes frontales, une Petzl Nao et une Black Diamond Spot, et une radio Motorola Talkabout partagée par Pemba et Lorraine. La GoPro Hero 3+, était montée sur le casque de Lorraine. Elles avançaient dans l'obscurité, les faisceaux des lampes frontales creusant d'étroits tunnels à travers la neige soufflée. Le froid était absolu. À 1h45, elles passèrent 8290 mètres. La respiration de Lorraine à travers la radio semblait laborieuse, chaque expiration crépitant contre le microphone. Pemba vérifia son régulateur. De la glace s'était formée le long du joint du masque. Il la gratta avec son pouce ganté. À 2h20, près de 8382 mètres, Maya s'arrêta de grimper. Elle resta immobile pendant près de 3 minutes, oscillant légèrement. Nourou attacha une longe de sécurité à son harnais et la poussa en avant. Elle reprit l'escalade sans parler. La GoPro captura sa main gantée, ratant la corde fixe 2 fois avant de réussir à s'y attacher. Ses mouvements étaient devenus mécaniques, automatiques. À 3h40 à 7488 mètres, le vent augmenta à 89 km à l'heure. L'audio de la GoPro enregistra quelqu'un disant que le masque de Lorraine gelait à nouveau.
Pemba déboucha la valve en utilisant la chaleur corporelle, pressant le métal contre sa poitrine à travers sa combinaison en duvet. La jauge de Nauru indiquait 50 bars, moins de 90 minutes d'air restant. Il contacta le camp de base par radio. Aucune réponse ne vint. Il réessaya des parasites. Vers environ 4h12, elles avaient atteint 8564 mètres. Une équipe serbe descendant dans l'obscurité s'arrêta à côté d'elle. Leur Sherpa principal braqua sa lampe frontale directement sur le visage de Loren. Ses yeux étaient flous, les pupilles dilatées. Il dit à Pemba en népalais qu'elle était déjà partie, que son cerveau mourait. Pemba hocha la tête mais ne dit rien. L'équipe serbe continua à descendre. Loren continua à grimper. À 4h30 à 8595 mètres, elles atteignirent le balcon. La visibilité était de 20 mètres. D'autres équipes descendant les avertirent de faire demi-tour. Les avertissements furent ignorés. Loren s'effondra brièvement, ses genoux cédant. Elle tomba en avant sur la corde fixe, se rattrapant sur la ligne. Pemba donna à Loren son régulateur principal et commença à grimper uniquement sur l'air de réserve. Sa propre bouteille était presque vide, mais il choisit de continuer sans oxygène supplémentaire. Sa vision commença immédiatement à se rétrécir. À 4h52, le masque à oxygène de Maya se givra complètement. Nauru pouvait l'entendre haleter à l'intérieur du masque scellé, aspirant un air qui ne venait pas. Il arracha le masque de son visage et nettoya la valve manuellement. Grattant la glace de l'admission avec la lame de son couteau, il remit le masque. En 8 minutes, il se givra à nouveau. Il le nettoya une seconde fois. Le cycle se répéta. À 5h10 à 8657 mètres, Nauru rapporta par radio que les clientes étaient très lentes et qu'un masque était gelé. Le camp de base répondit de faire demi-tour si nécessaire. Le message arriva trop tard. Elles étaient déjà engagées. Descendre sans oxygène à cette altitude serait tout aussi mortel que de continuer vers le haut. À 5h23, le régulateur de Loren tomba complètement en panne. Le sifflement s'arrêta, l'indicateur de débit devint plat. Pemba passa à leur dernier régulateur de rechange, le dernier régulateur fonctionnel qu'il transportait, et l'attacha au masque de Loren. L'air circula pendant environ 90 secondes avant qu'un blocage de glace ne l'arrête à nouveau. À 5h35, près de 8687 mètres, Loren s'arrêta de grimper. Elle se détacha de la corde fixe et s'assit dans la neige. Pemba essaya de la soulever. Elle était un poids mort, sans réaction. Il la rattacha à la corde et tenta de la traîner vers le haut, mais ses muscles privés d'oxygène ne pouvaient pas générer assez de force. Maya continua à grimper en la dépassant, montant en ligne droite, s'attachant et se détachant mécaniquement de la corde fixe. À 5h47 à 8687 mètres, un témoin d'une expédition indienne rapporta avoir vu 2 alpinistes assis près des cordes fixes, immobiles. L'une était Loren, l'autre était Pemba, qui s'était effondré à côté d'elle après que sa vision se soit réduite à un tunnel noir. Il reprit conscience environ 4 minutes plus tard. Désorienté et hypothermique, il prit la décision de descendre. Il laissa Loren attachée à la corde. Les Gaëlsin, les relevés GPS de l'appareil de Pemba tracèrent la route jusqu'à 8650 mètres. L'audio de la GoPro captura le vent hurlant et des appels radio intermittents. Loren dit qu'elle ne sentait plus son visage. À 4h37, Nauru avait signalé du givre se formant à l'intérieur du masque de Maya. Un témoin d'une autre équipe, à 8712 mètres, se rappela avoir vu 2 alpinistes assis immobiles sur la route supérieure. Le temps devint violent, le jet stream revint plus tôt. La visibilité chuta à moins de 3 mètres. À 5h50, un appel radio de Pemba déclara qu'il devait nainte descendre et que les clientes ne pouvaient hipoapa à 6h. La GoPro enregistra une respiration étouffée, puis des parasites. L'horodatage final indiquait 6h, 3 minutes 17 secondes. Le dernier mouvement de Loren fut capturé par la GoPro, la montrant retirer son masque et respirer lourdement avant que la caméra ne bascule sur le côté. Maya continua vers le haut, encore 24 mètres verticaux avant de s'effondrer près d'une jonction de cordes fixes à environ 8742 mètres. Nauru tenta d'attacher sa ligne, mais fut presque emporté par le vent. Il fit 3 tentatives pour la sécuriser à la corde fixe avant de battre en retraite vers le bas, gelé et privé d'oxygène.
Pemba descendit semi-conscient, suivant les cordes fixes plus au toucher qu'à la vue. Pemba eut des hallucinations pendant la descente, voyant des silhouettes qui disparaissaient quand il clignait des yeux. Sans oxygène, chaque pas nécessitait une pensée délibérée. Lever le pied, planter le crampon, transférer le poids. Nuru glissa 2 fois sur la glace, se rattrapant aux cordes fixes avec des mains qu'il ne sentait plus. Les 2 hommes croyaient qu'il mourrait avant d'atteindre le camp 4. La gorge de Pemba brûlait à chaque respiration, l'air raréfié écorchant ses poumons. Sa vision se rétrécissant en tunnel, l'obscurité périphérique se refermant. À un moment, il s'arrêta complètement de bouger. Debout, immobile sur une face de glace à 60 degrés, incertain de l'endroit où il se trouvait, Nuru attrapa son harnais et le tira en avant. En dessous de 8230 mètres, Nuru s'effondra face contre terre dans la neige. Il resta là pendant près de 2 minutes, avant de se forcer à se relever. Ses lèvres étaient devenues bleues. Les 2 hommes étaient sévèrement hypothermiques. Nuru, plus jeune et descendant plus vite malgré ses mains gelées, prit de l'avance sur Pemba, près de 8077 mètres. Nuru atteignit le camp 4 à 9h27, les 2 mains gelées, son index et son majeur droit déjà noirs de nécrose tissulaire. Pemba arriva à 11h42. À peine vivants, les 2 hommes s'effondrèrent à l'intérieur de leur tente. D'autres alpinistes fournirent de l'oxygène d'urgence et des liquides chauds. Aucun des 2 Sherpas ne put parler de manière cohérente pendant plusieurs heures. Le trafic vers le sommet s'arrêta pendant 2 jours à cause du temps. Le 22 mai, le temps se dégagea. Une équipe de recherche dirigée par Ang Tashi Sherpa localisa 2 corps. Lorraine fut trouvée en position assise à 8382 mètres près du balcon, environ 305 mètres en dessous de l'endroit où elle avait transmis pour la dernière fois. Son corps avait probablement été déplacé par les vents violents et les débris d'avalanche courant pendant la tempête. Son masque à oxygène était givré et le régulateur détaché. La position suggérait qu'elle avait peut-être tenté de descendre, après avoir retiré son masque à oxygène avant de succomber aux éléments. Maya fut trouvée à 8473 mètres, toujours attachée à la corde fixe, le visage couvert de givre. Son corps fut localisé environ 268 mètres en dessous de l'endroit où elle s'était effondrée, probablement déplacée par le vent ou une activité d'avalanche ultérieure courante dans la zone de la mort. Ses mains étaient gelées à la corde. Le positionnement indiquait qu'elle avait continué à grimper même après que Lorraine eut cessé de bouger. Les objets récupérés comprenaient la GoPro Hero 3+ avec les données intactes, une montre Garmin Phoenix avec altimètre gelée à 8659 mètres, une radio Motorola avec batterie épuisée, mais des horodatages de journal confirmant le dernier signal à 5h14. Et un régulateur d'oxygène confirmé avoir un blocage de glace interne lors du démontage. L'analyse médico-légale de la GoPro récupérée montra que les 14 dernières minutes de séquence ne capturaient que le bruit du vent et une respiration laborieuse avant que l'orientation de la caméra ne change pour montrer le ciel puis l'obscurité. Les bouteilles d'oxygène récupérées sur les 2 corps montrèrent des défaillances critiques. La bouteille principale de Lorraine s'était complètement vidée. Le régulateur de secours que Pemba lui avait donné montrait une contamination par la glace dans le mécanisme de valve, le rendant inutilisable dans les 20 minutes environ suivant l'échange. Le masque de Maya contenait de la condensation gelée qui avait bloqué la valve d'admission. Des tests en laboratoire à Katmandou confirmèrent que l'humidité de sa respiration s'était accumulée et avait gelé à des températures inférieures à -34 degrés Celsius. La bouteille de marque Puisk de 2011 montrait une fatigue du métal dans le joint de pression, compatible avec de multiples cycles de gel-dégel sur des années de stockage. Les déclarations de témoins compilées par l'enquête népalaise décrivirent les dernières heures en détail. Les journaux radio du camp de base révélèrent de multiples transmissions entre 4 et 6 heures. À 4h43, Pemba transmit que le régulateur de Lorraine avait échoué et qu'il lui avait donné son régulateur principal. Le camp de base accusa réception mais ne fournit aucune instruction. À 5h14, Nuru transmit que les 2 clientes étaient hypothermiques et sans réaction. Le camp de base demanda leur position exacte. Nuru répondit avec des coordonnées
qui les plaçait à environ 8534 mètres, encore 198 mètres sous le sommet. À 5h38, Pemba transmit un dernier message déclarant qu'il descendait sans oxygène et ne pouvait pas continuer à aider. Le camp de base lui ordonna de battre en retraite immédiatement. La chronologie reconstituée à partir des données GPS, des témoignages et des images de caméras récupérées montra que les femmes avaient gravi environ 792 mètres depuis le camp 4, se déplaçant à un rythme moyen de 131 mètres, moins de la moitié de la vitesse des alpinistes expérimentés. Pembea et Nuru ont tous deux nécessité une évacuation médicale d'urgence depuis le camp 4. Pembea a souffert de gelures sévères à 3 doigts de sa main gauche, de gelures aux 2 pieds et du mal aigu des montagnes avec œdème pulmonaire. Il a été héliporté au Kathmandu Medical College le 20 mai et est resté hospitalisé pendant 11 jours. Nuru a souffert de gelures à tous les doigts des 2 mains, nécessitant l'amputation des extrémités de son index droit et de son majeur. Il a également développé une cécité des neiges et des lésions cornéennes dues à une exposition prolongée, sans lunettes de protection pendant la descente. Les 2 hommes ont été traités pour déshydratation sévère. Les dossiers médicaux indiquaient que la température corporelle centrale de Pembea à son arrivée au camp 4 était de 33 degrés Celsius, dangereusement proche du seuil d'arrêt cardiaque. L'enquête du département du tourisme du Népal a interrogé 12 grimpeurs, analysé l'équipement récupéré et examiné les données satellitaires publiées le 8 juillet 2014. Le rapport a cité le mépris des avertissements des Sherpas par les clients comme cause principale, avec la défaillance de l'équipement et une mauvaise acclimatation listée comme facteur contributif. Le rapport a cité 3 points de décision critiques où l'ascension aurait dû être abandonnée. Au camp 2, le 15 mai, lorsque le régulateur d'oxygène de Lorraine a montré des incohérences de pression. Au camp 3, le 16 mai, lorsque les 2 ont présenté des symptômes du mal de l'altitude. Et au camp 4, le 18 mai, lorsque les réserves d'oxygène se sont avérées insuffisantes. À chaque point, les Sherpas ont recommandé la descente. À chaque point, les clients ont insisté pour continuer. La famille de Lorraine a reconnu qu'elle avait été avertie à plusieurs reprises, mais a choisi de poursuivre. Les parents de Maya ont demandé que sa mort serve d'avertissement contre la fièvre du sommet et une préparation inadéquate. Les corps sont restés sur la montagne, marqués par des drapeaux de prière des expéditions suivantes.